dass die Kunst sich fernhalten sollte von allen übergeordneten ideologischen Systemen, die etwas von ihr fordern. Der zweite Kongress, wie wir gehört haben im Vortrag, ist ja Opfer davon geworden, von genau dieser überbordenden moralischen Forderung an Kunst, auch wenn man natürlich verstehen kann, dass der Faschismus das vorangetrieben hat. Ich meine, es ist schwer zu entscheiden letztendlich. Es ist dann fast eine existenzielle Entscheidung für jeden, aber die Kunst ist in Gefahr in solchen Momenten und ich bleibe schon dabei, dass das Überpolitische ihre Aufgabe ist. Und das erreicht man am besten, indem man, soweit man kann, ohne Urteile, ohne politische Einordnung, das beschreibt, was da ist und den Einzelnen ins Zentrum stellt. Est-ce qu'on ne peut pas établir une différence entre la politique politicienne, celle qui nous fait horreur, l'idéologique, et la politique au sens où l'utilisait Hannah Arendt, c'est-à-dire celle du vivre ensemble, etc. Est-ce que, n'est-ce pas une séparation qu'il faut absolument faire si on veut parler ensemble entre la politique politicienne et l'autre, la grande, comme disait Nietzsche? Was ist diese andere Politik, genau? Was genau ist diese andere Politik? Je disais que Hannah Arendt disait simplement que la politique, c'était le vivre, le penser, le sentir ensemble à partir de nos singularités. J'aime bien qu'elle introduise la notion de singularité et d'ensemble. Parce que, évidemment, on est tous effarés devant l'idéologique et sa terreur, et devant cette politique politicienne dont Trump et les autres donnent un spectacle lamentable. Mais il y a voilà, je voulais parler d'un autre sens que le politicien, juste ça. J'ai l'impression que je ne suis pas claire. Also ein mehr lebensweltlicher Sinn von politischem. Naja, das ist natürlich zu akzeptieren, das würde ich auch unterschreiben, so etwas. Aber jetzt im Augenblick erleben wir ja das Erstarken des Nationalismus überall und eine Revolution von rechts gegen die Globalisierung. Sie halten das an, diesen Prozess, der viele überfordert, auch nicht nur die Rechten. Und wir müssen irgendwie darauf reagieren. Und diesmal, anders als beim ersten Kongress, haben wir ja nicht mehr das Dach der großen Ideologien und der sich anbahnenden Teilung der Welt in neue Systeme. Diesmal sind wir selbst gefragt und da wird vielleicht diese existenziell lebensweltliche, dieses politisch sein wichtig. Und im Übrigen wollte ich auch nochmal Christoph Hein zustimmen, man kann immer trennen als Schriftsteller zwischen den rein künstlerischen Werken, die natürlich im Vordergrund stehen, und allem, was man essayistisch oder publizistisch macht, und muss seine Position nicht verstecken. Die Möglichkeit, sich zu äußern, hat man. Man muss es nur nicht im Roman tun oder in einem Gedicht oder so. Man kann, aber man sollte aufpassen dabei. Excusez-moi. Moi, je voulais dire que je pense que peut-être il y a quand même un malentendu sur le mot politique, parce que, en fait, moi je ne pense pas qu'on puisse penser ou se situer en tant que personne si on ne se pense pas aussi en même temps, sur le plan politique. Ça ne veut pas dire intervenir sur je ne sais quoi, tel problème de corruption ou telle imbécilité, etc. Mais la question politique, c'est comment est-ce que les hommes vivent ensemble. Et cette question-là, il me semble, est complètement inscrite dans la question même du langage. Le langage, c'est le premier bien commun, c'est la première chose que nous avons en commun, le fait de parler, évidemment aussi ensuite le fait de parler une langue, mais d'abord le fait de parler, et donc le fait d'avoir une adresse, on parle à quelqu'un, sinon on ne parle pas. On peut parler dans sa tête, bien sûr, tout le monde le fait, on peut même parler à voix haute, tout le monde le fait aussi, chez soi ou dans la rue,
Mais de toute façon, on parle à quelqu'un dans ce cas-là. Et c'est ça qui est une dimension politique. Je pense qu'une des choses de l'être humain, c'est qu'on est toujours sur plusieurs niveaux en même temps. Le niveau, on a des strates mentales, psychiques qui sont de plusieurs niveaux. Un niveau proche, un niveau moins proche, etc. Le niveau politique, il est là pour tout le monde. Même les enfants qui vont à l'école maternelle, ils ont un petit côté animal politique. Donc je pense que de toute façon, la question politique, elle est là. Toujours. Lili Salvaire möchte ich kurz vorstellen und in gewisser Weise kommen wir jetzt auf dieses Zwischenjahr. Wir haben jetzt viel gehört über den Kongress 35, 37 den Folgekongress in Spanien. Ça c'est bizarre parce qu'avant ça me... Sur les 4, on échange. Also ihr Roman Weine nicht, der letztes Jahr bei uns rausgekommen ist und 2014 den Prix Goncourt bekommen hat, spielt im Jahr 1936, genau in dieser Zwischenzeit. Ein Roman, der zum einen Familienfresko ist und zum anderen wirklich das doppelbödige Zeugnis einer Periode des Sommers der Anarchie 1936. Eine Phase, wie Lili Salvaire schreibt, die von spanischen Kommunisten und französischen Intellektuellen lange vernebelt wurde. Es geht in diesem Roman wirklich um die Langlebigkeit individueller Erinnerungen und dann aber auch um die Rehabilitation von Personen, die auf die Verbrechen der Kirche, die Morde der Franco-Truppen, aber auch der Republikaner geschaut haben. Und das wäre namentlich Georges Bernanos, ein nationalkonservativer, monarchistisch gesinnter Schriftsteller, der 1934 nach Mallorca zog, weil er sich und seine vielen Kinder in Frankreich nicht mehr durchbringen konnte. Jemand, der nicht eingeladen war, selbstredend zum Kongress der Schriftsteller. Ich frage mich, ob das ein Schock war, in gewisser Weise, also 70 Jahre oder 6 Jahrzehnte, nachdem sie angefangen haben, diesen Roman zu schreiben und auf das Jahr 1936, das die eigene Mutter als sehr junge Frau erlebt hat und als absolute befreiende Zeit, in der Geld verbrannt wurde und wirklich die Zeit aus den Fugen geriet, war es ein Schock zu sehen, dass man diesen Georges Bernanos neu lesen müsste, dass er damals total verkannt war, in die Ecke gestellt, weil nationalkonservativ, aber eigentlich derjenige, der, um sich selber in die Augen gucken zu können, die Verbrechen beider Seiten benannt hat. Früher als andere. Können Sie Ihr Mikrofon geben? Oui, Bernanos, donc, comme vous dites, écrivain de droite, catholique, antisémite, qui va se réfugier à Majorque quelque temps avant la guerre civile d'Espagne, et qui, devant l'horreur qu'il voit, devant la terreur qu'il voit à l'œuvre, va se retourner contre son propre camp et dénoncer les crimes des franquistes contre les républicains. Parce que c'était un homme libre. Et il disait d'ailleurs que la liberté, c'était de n'accepter d'accepter ce qui venait, je ne sais plus comment il le disait, accepter librement ce qui pouvait venir de tous côtés. Il était un peu comme Tsvetaeva, dont on n'a pas parlé, Marina Tsvetaeva, qui est un peu la face mélancolique du congrès de 1935, poétesse russe donc, qui voit dans l'alliance entre la terreur et le conformisme idéologique qui se dessine un danger terrible pour la littérature, qui se méfie de ce qu'elle appelle les églises triomphantes,
qui se méfie des lourds gens, comme elle les appelait, sinon des porcs, qui ne consentira jamais à écrire le moindre compliment à Staline, et qui va voir, durant ce congrès de 1935, Pasternak accepter l'invitation de Staline pour détruire ce qui lui est le plus précieux, à savoir le lyrisme. Pendant ce congrès, ce qui va se dire, c'est que le lyrisme est un symptôme bourgeois. Il faut absolument le détruire au profit de l'épopée, etc. C'est une façon aussi de dire qu'on ne combat pas la terreur par la terreur, et que, pour vous donner raison, il y a les écrivains peut-être les plus efficaces sont ceux qui sont libres, c'est-à-dire non adoubés à un quelconque parti, mais qui pour autant sont politiques. Peut-être dans la mesure même où ils refusent d'être adoubés par tel et tel. Voilà. Die Tsvetaeva hat ja seit 1921, glaube ich, in Paris gelebt bis 1939. Dann ging sie zurück nach Russland, nahm sich 1941 das Leben. Und mit Pasternak, um das vielleicht hinzuzuführen, mit Pasternak hatte sie 17 Jahre lang einen Briefaustausch, um dann zu erleben, dass er eigentlich zum Antipoden wurde. Sie ist diejenige, die sagt, ein Dichter kann zwar Französisch schreiben, aber er kann nicht französischer Dichter sein. Orpheus sprengt das Nationale. Donc elle va un jour ouvrir une lettre qui est signée d'un certain Pasternak, c'est en 1922, et entre eux il va y avoir une relation absolument merveilleuse, de haute amitié, comme ils le disent, d'admiration, d'amour. Et c'est vrai que l'acceptation de Pasternak de faire partie du congrès de 1935 va la désespérer, et elle va lui écrire cette lettre que je trouve magnifique. Elle va lui dire « La prolétaire, c'est moi, c'est pas vous ». Et je trouve ça tellement justement politique et tellement fort. Mais j'espère qu'on parlera du présent, parce que moi, il y a plein de choses qui me tarabustent du côté du présent politique, et sur lequel j'ai vraiment envie de dire des choses. Ich will trotzdem, einen Satz noch zitieren aus Ihrem Buch. Le courage est une vertu. Mut ist eine literarische Tugend. Dieser Satz findet sich in Ihrem Roman Pas pleurer, weine nicht. Le courage est une vertu. Mut ist eine literarische Tugend. Est une vertu littéraire. Non, c'est ça? Non. Le courage est une vertu littéraire. Une vertu littéraire. Je le pense. Oui. Die Genauigkeit auch, mit der man beschreibt. Die Genauigkeit. On peut ajouter die Genauigkeit auch. On peut rajouter plein de choses. Mais le courage littéraire, oui, le courage littéraire de Faulkner contre l'Amérique raciste, le courage de Thomas Bernhard contre l'Autriche post-nazie, le courage de tant d'autres, de Hugo, de notre jeunesse, de Valéry contre le dreyfusisme, et on pourrait citer à l'infini ces écrivains qui ont pris parti à un moment de crise, parce qu'on ne pouvait plus dire je regarde les nuages et la pluie, il fallait absolument dire, et toute la littérature est faite de ces... Je pense aussi à Carlo Emilio Gadda, mon adoré, qui va écrire Eros et Priape contre le mussolinisme, et la liste est interminable. Donc il faut du courage. Il faut du courage pour parler contre ceux qui ont la force. Ils peuvent supprimer la parole. Ce que je voulais dire, c'est que le courage
bien sûr de Faulkner contre le racisme, le courage, etc. Mais après tout, si je pense en termes de courage, je pense aussi, par exemple, à un de mes écrivains préférés, Samuel Beckett, le courage d'écrire en attendant Godot. Bon. Alors, en attendant Godot, on ne peut pas exactement dire que c'est contre le racisme, ou contre ceci, ou contre cela. À part ça, il y a un personnage, justement, dedans, Pozzo, qui est l'horrible maître, avec le fouet, etc. Mais là, le courage, il me semble, c'est l'invention. Bien sûr. C'est à la base. Bien sûr. Le courage et l'invention, c'est vraiment le risque de la pensée nouvelle. Et bien sûr. Bon, parce que Faulkner, son courage, c'est d'avoir inventé une forme où on pouvait vraiment trouver quelque chose de différent sur le racisme. Enfin bon, je suis sûre que vous êtes d'accord. Mais je pense qu'il fallait le préciser. Wir bleiben bei Blaise Caplan. Pas de liberté sans prendre les mots au sérieux. Das ist eine Aufgabe. Ich würde gerne an dieser Stelle, ich habe das Buch mitgebracht, Mathias et la Révolution, eine kurze Passage lesen lassen von ihm auf Französisch, an die wir anknüpfen können. Es gibt da eine Szene, in der Mathias, der Held dieses Buches, der viele Menschen in der Stadt trifft, darauf besteht, dass La France und die Republik nicht gleichzusetzen sind.